Bonjour à tous, il est 10h10, nous sommes ensemble sur l'espace conférence du Paris Coffee Show 2021 pour 45 minutes de conférence de table ronde. C'est très court, 45 minutes pour découvrir qui est le consommateur de café 2021-2022, donc de faire des projections, des rêves en fait sur le consommateur de café à venir. Il se consomme chaque année 2,5 milliards de tasses de café dans le monde. Le café, c'est le deuxième produit le plus échangé après le pétrole et sa consommation progresse chaque année de 2,5%. C'est énorme. En France, 83% des adultes boivent du café pour un volume annuel de 5,4 kg par personne et par habitant. Tout le monde, ou presque, consomme du café en France. C'est donc pas facile de créer le profil type du consommateur de café français. Alors on va tâcher de découvrir ensemble avec nos trois intervenants le profil des nouveaux consommateurs de café. Sont-ils les mêmes que leurs parents, que leurs grands-parents? Ont-ils changé? Ont-ils évolué dans leur goût, dans leur mode de consommation? Eh bien, on va leur demander. Alors, Jean-Marie Parseguian de Segali, Michael Fock de Mr Bean et Emmanuel Diaz de Swiss Water. Messieurs, je vais vous demander en une minute chacun de vous présenter, grosso modo, vous et votre société. Jean-Marie Parseguian, qui êtes-vous? Bonjour, je dirige l'entreprise Segali, entreprise de torréfaction artisanale et familiale depuis 1979, historiquement en boutique et sur les marchés. Aujourd'hui, je possède 2 boutiques, la distribution sur les marchés est effectuée par une autre personne et je dispose d'un site internet et je travaille également en B2B, restaurateur et entreprise. D'accord, donc deuxième génération, donc une bonne connaissance du marché et puis multicanal, de l'histoire du café. marché. Ça marche. Michael Fock. Eh bien bonjour à tous, moi je suis Michael Fauquier, j'ai monté Mr Bean il y a une dizaine d'années. On a commencé dans une petite boutique à Versailles, on est spécialisé dans le café en grains. Il faut que tu tiennes le très comme proche. ça, Oui, ouais. très proche. On parfait. s'appelle Mr Bean, rapport à Coffee Bean, café en grains, et on s'est spécialisé dans les bureaux. On a créé Mr Bean en alternative aux capsules et aux dosettes, et aujourd'hui on a une particularité, c'est que tout est fait par des travailleurs handicapés, donc du café vert à l'expédition aux clients, en passant bien sûr par la torréfaction, tout est fait en Andrésie par des travailleurs en situation de handicap. Merci, une minute, c'est parfait. Emmanuel, même exercice. Bonjour, donc je suis Emmanuel Diaz, je travaille pour la société Swiss Water et c'est une société de décaféination qui décaféine les cafés sans produits chimiques. Et voilà, si vous avez plus d'informations, vous venez me voir sans stand. Voilà. Donc on a de l'historique, du RSE et de la décaféination. Et bon, je vais pas savoir le dire. Donc du café décaféiné avec Swiss Water. Maintenant, c'est à nous de vous demander qui vous êtes pour à peu près adapter le discours et les réponses. Qui êtes-vous? Êtes-vous des amateurs de café, des professionnels? Alors, des professionnels peut-être? On lève la main. D'accord? Plutôt coffee shop, torréfacteur? Coffee shop? Torréfacteur? Des torréfacteurs, ok. Des non-professionnels? Juste des gens qui ont une idée de création de boîte peut-être? D'accord, donc soit des pros, soit des futurs pros. D'accord, merci de cette réponse. Alors si on regarde aujourd'hui, on fait une photographie des consommateurs de café en France. Aujourd'hui, qui consomme du café? Plutôt les femmes ou plutôt les hommes? Alors moi j'ai des chiffres, je vous le dis mais vous allez réagir. 88% des hommes consomment du café, 79% des femmes. Est-ce que vous sentez une évolution de genre? Non, à peu près 80% des personnes, 80% de la population consomme du café. Et moi je dirais après oui, homme-femme, il n'y a pas vraiment de différence. Pas vraiment de différence. Donc on arrête de dire café pour l'homme, thé pour la femme. C'est un vieux cliché sexiste. C'est un peu un cliché sexiste. On est d'accord. Et boum. Le café. Qui consomme le café en France? Est-ce que c'est une histoire de génération? Alors là, je vais peut-être demander à Jean-Marie de réagir. Alors sur les modalités de Il faut vraiment que tu poses sur les modalités de consommation, on parle de génération. Sur la consommation en tant que telle, toutes les générations en consomment. D'accord. Alors, moi j'ai quelques chiffres. Les plus de 55 ans, 92% d'entre eux boivent du café. Tu confirmes? Oui. On confirme? Donc Oui. le café, c'est une boisson de vieux, en gros, c'est ce qu'on est en train de Non. dire. Ok. Les 45-54 ans, 88% d'entre eux boivent du café. Ça augmente, ça stagne, ça... Ça stagne. D'accord.
Et les 18-24 ans sont déjà, 56% d'entre eux consomment déjà du café. On considère que c'est faible, hein, on considère que ça augmente, que ça stagne, comment ça se passe? Les jeunes. En augmentation, je dirais. Tu trouves? Moi, j'ai l'impression que les jeunes ont plutôt tendance à consommer des cappuccinos, des lattés. Oui, mais il y a du café au départ. Il y a du café au départ. C'est Il y a du café au départ. Mais c'est ça. des boissons sucrées, c'est. D'accord. c'est moins, Donc ouais. déjà, Boissons spéciales, ouais. voilà. Donc déjà, il y a une histoire de génération sur la façon de consommer le café en tant que. L'impression que j'ai. Voilà. La manière. D'accord. Confirmé? Il n'y a pas la même offre en fait. Ils ont une diversité d'offres qui leur permet d'aller piocher à gauche à droite. Donc ils consomment différemment. N'hésite pas à nous parler de café décaféiné aussi pour voir s'il y a une différence par rapport à ça. Les 18-24 ans estiment aussi, quand on leur pose la question, ils ont tendance à dire qu'ils sont très attachés à l'origine du café. C'est aussi une tendance que vous avez perçue? Ils vont rechercher davantage d'informations. D'accord. Donc mieux informés. Maintenant, quand c'est on général du marché en fait. c'est pas que les jeunes, d'accord. C'est un trend de consommateurs qui ne touchent même pas que le café. Tous les consommateurs veulent en savoir plus pour tous les produits, mais chacun avec son angle. Donc des gens qui sont intéressés au café, ils vont dire je veux savoir ce qui se passe sur le café. Des gens qui sont intéressés sur la nourriture bio, ils vont s'intéresser à comment ça se passe sur ce produit-là, etc., etc. Donc en fait, on est en train d'avoir une ouverture des consciences sur la traçabilité dans toutes les filières agricoles et le café en fait partie. Consommateurs beaucoup plus avertis, ouais, très clairement. D'accord. Donc ça, c'est important de le retenir. Hein. Consommateur plus averti, ça veut dire attention, qu'est-ce que j'achète moi et comment je m'inscris dans quel type de maillon je suis dans la chaîne de la consommation agricole. Alors, qui consomme quoi? Est-ce qu'il y a des différences de génération, de géographie, de mode de consommation entre les capsules, le moulu, le soluble et le grain? Qui consomme quoi? Alors, 67% des Français consomment du café en capsule. C'est plutôt dans le Grand Est. C'est plutôt les 25-34 ans à 73% de la consommation de café en dosette. Et c'est plutôt les femmes à 68%. Justement, avec tout ce qui s'est passé, le café en capsule et le café en dosette, est-ce qu'il a un avenir devant lui ou est-ce qu'il est en train de s'essouffler? Il descend doucement. C'est pourri, enfin non, on est au grain maintenant, on est au 21e siècle, il faut arrêter les dosettes. Hein. Alors moi je vous avais demandé d'être cash, mais alors là je suis servie. Hein. Nous on fait que ça. Vous avez remarqué, il n'y aura pas de langue de voix aujourd'hui. Donc même si c'est la plus forte consommation de café aujourd'hui, la capsule et la dosette, vous êtes en train de me dire... On sent très clairement Elle les est gens en s'équipent déclin. vraiment de machines à café en grain. Ça, on D'accord. sent vraiment. Le moulu, le café moulu, 53% des Français consomment le café de façon moulue. C'est plutôt dans le nord et c'est plutôt les 65 ans et plus. Le café moulu, on garde pas. On jette, On prend. garde. On garde. Il y en a beaucoup bien moins, sûr. mais il y en a, oui. D'accord. Oui, ça reflète pas ce que je croise moi en boutique, les 53%. On fait, je dirais, 80% de grains à peu près en boutique. Oui, parce alors que c'est qu'avant, en boutique ouais. facteur. Mais- Alors qu'il y a une dizaine d'années, parce que quand on a 50. commencé, c'était plutôt 80% de moulu C'est ça. et 20% de grains. Ah et oui, là, on donc- voit vraiment la tendance, l'inverse. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que Ouais. le moulin à café est revenu dans nos armoires. Complètement. Et que le nôtre, il fonctionne beaucoup moins. Voilà, c'est ça. Donc peut-être que du coup vous perdez moins de temps et vous vendez plus en même temps. Très clairement. Le café, par rapport à un café en grains, le café moulu, il a perdu beaucoup en saveur. Vous conseillez, vous plutôt, vos consommateurs à prendre du grain? Forcément, on oriente. Après, il faut aussi penser aux habitudes de consommation et garder un aspect le plus confortable Tu vois. possible. Mm. Et parfois, le plus confortable, c'est le moulu. Et donc, et voilà. on Et donc, s'adapte on à travaille l'offre. sur la conservation, sur la fréquence d'achat, parce qu'on n'a pas d'autre terrain en fait. alors Et nous, on propose et le consommateur dispose. On ne va pas l'obliger à acheter un moulin s'il ne veut pas acheter de moulin. Hein. clairement, dans le décaféiné, moulu, grain, c'est pareil. Malheureusement, dans le décaféiné, vu que la plupart des shops la plupart des machines n'ont pas de double silo, Oui. on va proposer une alternative avec une trappe pour mettre du moulu. Donc les gens vont se dire ah bah je mettrai mon moulu mon déca dans la trappe. Bon, forcément c'est pas idéal parce qu'on va avoir une oxydation Bien sûr. sur le café et qui va rester ouvert, s'éventer. J'ai de plus en plus de consommateurs de déca qui le prennent en grain en café principal. Hein. Ah bah Ah oui. voilà.
Il faut vous parler, monsieur, là, dans ça, la je filière l'avais café. pas. Non, mais on parlait de la masse. Donc de la tendance générale. Mais, Bien sûr. après- Bon, maintenant, je lâche le gros mot, le café soluble. 26% des Français consomment le café de manière soluble, plutôt dans le bassin de la Loire, bizarrement, et plutôt les CSP modestes. Le soluble, on passe, on jette. Mais non, on jette C'est une rien. autre- Il faut non, pas on jette jeter. rien. C'est une autre boisson en fait. C'est une autre manière de consommer. Ça fait partie du paysage café depuis toujours. D'accord. En voyage, en camping, on est content d'avoir le soluble. Hein. Mais comme tous les segments, il y a des améliorations. Il y a maintenant des micro industries qui font du soluble De qualité de haut vol ou de très bonne qualité. Évidemment, le prix est complètement démesuré par rapport à ce qu'on connaît. Mais finalement, si on n'a pas ce trend qui va vers la qualité, on reste aux années 50 et on a le grain moulu avec une seule version en bas du mid-price, du low-price. Bien sûr. Donc on a ce push vers le qualité dans tous les segments. Et pour terminer notre typologie de qui consomme quoi, les grains, 13% des Français consomment le café en grains. Alors, c'est pas par rapport à votre boutique, hein, c'est par rapport à la consommation de café général, c'est-à-dire à partir du torréfacteur ou de l'industriel. Donc, seulement 13% des Français consomment le café à partir du grain, plutôt sur la côte méditerranéenne, à 17%, et plutôt chez les jeunes, les 25-34 ans, à 19%. Donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'au contraire, dans vos boutiques, ça a complètement changé. Et c'est ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment on achète le café chez vous, les torréfacteurs. Oui, les statistiques là, en l'occurrence, reflètent pas du tout nos consommateurs à nous, nos clients. Ça, c'est parce que c'est la consommation générale du café en France. Ouais. Ok. Alors, On a une un belle- rééquilibrage, excuse-moi, on a un rééquilibrage des gens qui consommaient de la dosette et qui se sont dit pendant le Covid, parce qu'il faut, si on peut en parler. Alors, C'est trop tôt. Non, c'est pas grave. On va en parler parce que justement, c'est un grand changement, mais on en parle dans quelques petites minutes parce que justement, il y a eu un décalage. Oui, Mais mais je ça te laisse répond aller à au cette bout. question en fait. Vas-y, mais tu C'est-à-dire réponds. que les gens ont commencé à consommer du café chez eux et ils avaient des équipements dosettes. Ils se sont rendus compte que ça coûtait très cher. Oui. Donc ils ont commencé à se demander, tiens, comment je peux peut-être faire autrement et donc ils sont allés chercher des machines, ils se sont équipés. Et à partir du moment où ils s'équipent, ils vont acheter du grain. Et là, vous allez en supermarché, le rayon grain a doublé dans pratiquement tous les supermarchés. Clairement. Alors qu'avant, on avait un petit bout avec 4 références. Tout à Là, fait. il y en a 40. Enfin, j'exagère, mais... Alors, on est toujours en train Et Vas-y, on a une Max. super pub qui vient de sortir de Delangui avec Brad Pitt, donc ça fait bien le pendant par rapport à À George George Clooney. Et je pense que ça va avoir un sacré impact. Hein. Pour rappel, quand George Clooney a fait sa pub pour Nespresso, ça a fait à peu près 40% des ventes de Nespresso en plus. Donc je pense que cette pub-là va être assez sympa pour nous. C'était très particulier ce choix de Brad Pitt en face de George Clooney. Je me suis pense dit, que bon, c'était pas innocent. Hein. on repart dans du gros cliché. Mais bon, ils ont certainement fait les études qu'il fallait. Ah, elle est swag la pub. Vraiment. Ce qui change avec le développement des coffee shops et des coffee corners dans la typologie de clients, puisqu'on est en train d'essayer de définir le profil type de nos clients consommateurs de café. Comment vous, les torréfacteurs, est-ce que vous travaillez justement avec les coffee shops et les coffee corners? Est-ce que vous avez senti cette démocratisation du coffee shop? Qu'est-ce qu'on en retient? Alors moi, dans mon univers professionnel, je travaille avec très peu Très peu. de restaurateurs de coffee shop. Alors justement, sur les coffee corners, toi tu peux peut-être nous répondre sur les coffee corners. La machine, le distributeur type caméra café, has-been. Donc Has-been, aujourd'hui, complètement. on est sur le coffee corner. Qu'est-ce Ouais. que ça implique? On est sur des implantations plus qualitatives. On sort souvent en fait les systèmes à dosette et à capsule en fait également. En fait, les machines type caméra café, soit elles existent encore dans certaines typologies de boîtes, D'entreprise. soit nous, quand on arrive, je pense que Mr Bean c'est pareil, on arrive pour supplanter les modèles à capsule et à dosette en plus qualitatif, en plus RSE, en mieux. En 2 fois moins cher. Ah bah ça c'est un argument de poids. Bah, le grain par rapport aux capsules, surtout en bureau. Je parle des bureaux, on connaît Ouais. surtout les bureaux. C'est artisanal, comme tu l'as dit, c'est écologique, pas de capsule à... Le meilleur recycler. déchet, c'est celui qu'on recycle pas, c'est celui qu'on fabrique pas.
Donc c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de capsules à fabriquer ni à recycler, il y a juste besoin du grain, c'est un déchet 100% naturel. Et au final, c'est économique, hein, machine à café plus grain, par rapport à une dosette à 30 centimes, on est 2 fois moins cher. Le décaféiné, dans la journée, ça se consomme aussi dans les entreprises. Tu arrives à avoir une tendance? Non, c'est pas la première cible. Non. Le déca, il va plutôt aller dans les restaurants. Ah, d'accord. Le dîner. Mais on va dire que les 18 derrière moi, c'est pas vraiment ce qu'a soutenu la consommation. Forcément. Mais quand on consomme plus chez soi, les gens ont été amenés à consommer plus de déca. Et là, le trend du déca depuis un an, il a été assez... D'accord. Donc c'est aussi quelque chose qu'on retient quand on est torréfacteur ou futur torréfacteur, de ne pas négliger l'offre décaféinée. Ah, surtout pas. Ça a été négligé pendant tellement longtemps. Tout le monde pense qu'un déca, c'est forcément pas bon. Donc là, il faut complètement changer les codes. C'est très, très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Il faut apporter une offre diversifiée parce que quand on a un déca pour l'ensemble de la France, on n'a pas envie de se différencier des autres. Donc on n'en parle pas. Et si on n'en parle pas, on ne le vend pas. Enfin, c'est vraiment ça, un cercle vicieux. Absolument, absolument. En fait, il faut exister sur la scène pour pouvoir exister dans le business, en fait. Autre différence qui a changé avec les nouvelles habitudes, les nouveaux modes de consommation, c'est qu'aujourd'hui, alors je sens que Jean-Marie va me sauter à la gorge, aujourd'hui on trouve des torréfact trucks sur les marchés, on trouve des triporteurs sur les marchés ou dans les flux de passage du client, du consommateur. C'est nouveau? Démocratisé comme ça, oui, c'est nouveau. D'accord. Après, Mais ça existait. historiquement, ça a toujours existé. Ton grand-père faisait ça? Mon père, mes parents faisaient ça. Le premier stand qu'on a monté, c'était en 1984. Et c'était en marché? C'était sur un marché en banlieue parisienne. Et aujourd'hui, tu as un torréfact truck? Non, j'ai toujours un distributeur sur les marchés qui fait 1 ou 2 séances par semaine. On est monté en distribution, on est monté jusqu'à une dizaine de séances par semaine sur des marchés différents en région parisienne. D'accord. Je crois que Luigi Lavazza avait un coffee truck. Ah, il a donc, commencé comme ça, après il a ouvert une boutique, etc. Et après, il est devenu l'industriel qu'on connaît. C'est pas nouveau, mais effectivement, avec les food trucks, on a les coffee trucks qui se mettent en marche, et voilà, ça... Alors, tout ça, en fait, tout ce qui était pris pour acquis, en fait, a été complètement transformé, complètement chamboulé par l'arrivée de notre ami le Covid-19. J'aime pas dire la Covid, ça fait toujours... non, je préfère dire le Covid comme ça. Donc, la fameuse pandémie qui a tout chamboulé. On a découvert le télétravail pour cause de confinement. On a donc consommé plus de café à domicile, ce que tu disais, Emmanuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a fallu retrouver le bon café qu'on avait l'habitude de prendre dans son coffee shop. Du coup, on a investi, on s'est abonné et aujourd'hui, en fait, on se le fait livrer. Qu'est-ce que ça a changé, ce Covid et cette nouvelle façon de consommer le café à la maison en termes d'abonnement café ou d'achat de café? Alors, je vais parler pour ma part parce que je travaille en entreprise et en boutique. En fait, on a fait juste un système de bascule, de vase communicant où les ventes qu'on ne faisait pas à l'extérieur, on les faisait en boutique. D'accord. Après, c'est pas la même typologie de vente, c'est pas exactement le même conseil, et on démarre avec des consommateurs qui sont novices. Oui. Et du coup, il faut amener à la découverte du produit. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait une boutique? Est-ce que tu as fait du click and collect? Comment tu t'es adapté à ce changement? Alors, premier confinement, on avait les 2 boutiques étaient fermées. On travaillait uniquement en click and collect et en livraison sur le site. C'était quelque chose que tu faisais avant la pandémie et que tu as poursuivi ou tu as dû en... Alors, à la fin du premier confinement, on a tout repris parce que... c'était quand même très très compliqué. On fonctionnait avec des modes de commande par mail, par téléphone, sur le site. Enfin, on avait ouvert trop de vecteurs de prise de commande. Donc en fait, on a tout remis à plat au mois de juin, mai-juin. Aujourd'hui, c'est une application, c'est un site, c'est une boutique en ligne. Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, c'est une boutique en ligne qui est en responsive, click and collect. C'est ce qui gère aussi la gestion de notre point de vente. En fait, tout est concentré. Il y a une plateforme. On est client Segali. On se fait livrer où on veut.
Est-ce que le click and collect et donc la boutique en ligne t'ont permis de toucher une nouvelle type de clientèle? Est-ce qu'elle s'est rajeunie? Est-ce qu'elle s'est diversifiée? Comment tu... Alors, une nouvelle couche de clientèle, nouveau type de clientèle, je suis pas sûr en fait. Dans les proportions, je pense que la répartition reste la même. C'est juste qu'il y a davantage de personnes qui peuvent accéder à nos produits. Pas uniquement ceux qui se déplacent en boutique. Est-ce que c'est le même constat chez Mr Bean? Comment tu as géré ce bouleversement? Au mieux, au mieux. Juste avant le Covid, on était à 99% focalisé sur les bureaux. Waouh. Et quand on a monté notre business, on s'était dit qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? On s'est dit le télétravail généralisé, mais honnêtement, je vois pas pourquoi ça pourrait arriver. Et bim. Et bam, le Covid. Mais en même temps, ça nous a permis de retravailler. Donc, on était vraiment spécialisé sur les bureaux. Du coup, là, on a fait labelliser tous nos cafés en bio, en équitable. On a revu tous nos packaging. Attends. Ça veut dire que tu as changé d'achat? Ça veut dire qu'avant, on n'a pas changé nos achats. Ça veut dire qu'avant, on était vraiment calibré sur les bureaux. Les bureaux sont moins exigeants sur le fait d'avoir ou pas le label bio. Donc, on achetait des cafés bio, mais notre process de torréf n'était pas certifié bio. Donc grâce au Covid, on a tout changé. On n'avait que des paquets d'1 kilo. En fait, tu étais plus sur le prix? Non, le but c'est pas. Non, on est sur le rapport qualité-prix. On joue pas sur le prix. Le prix c'est pour les gros. Non, on joue sur le service, sur la qualité. Bien sûr, il faut quand même un prix correct, parce que c'est du café du bureau, c'est du café qui est offert aux clients. Donc il faut quand même un prix qui soit bien positionné. Mais non, clairement, on n'est pas sur le prix. Et sur la confiance, en revanche. Sur la confiance, sur le service client. Mais en tout cas, nous, notre approche du café, c'est de proposer l'équivalent d'un bon vin de table, mais qui soit bio, qui soit équitable, qui soit engagé. C'est vraiment ça notre positionnement. Donc, alors, excuse-moi, je t'ai coupé dans ta présentation. Et donc, depuis le Covid nous a permis de nous diversifier. Donc maintenant, on commence à être distribué en GSS, donc c'est les grandes surfaces spécialisées. On a bien sûr le site aussi qui commence à bien fonctionner et on en a profité pour refaire complètement notre boutique. Donc au final, le Covid, ça a été un mal pour un bien. Ça nous a permis de travailler notre résilience et du coup de créer de nouveaux canaux de distribution. Est-ce que ça a aussi complètement... comment je vais dire? Est-ce que ça a régénéré ta clientèle? Clairement, oui. On a des nouveaux clients qui sont justement... déjà, c'est des particuliers, c'est plus la même chose, c'est plus des professionnels. Ça a régénéré notre clientèle et nous, surtout, ce qu'on veut viser, c'est les gens qui sont équipés en machine à café en grains et qui veulent un café de bonne qualité. Qu'ils n'aillent pas chercher leur carte noire ou je ne sais quoi, qu'ils aillent en torréfaction, qu'ils aillent voir vraiment des cafés de spécialité. Tout ça, ça implique énormément de conseils, d'accompagnement, de pédagogie. De communication, de transparence, tout à fait, ouais. Et vous avez fait comment? En fait, il a fallu créer plein de contenu, il a fallu créer de la vidéo, il a fallu créer de l'Instagram, des photos. Ça fait beaucoup de boulot, tout à fait. Ça fait une partie marketing qui est encore plus conséquente qu'avant. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'ils aient en tête, en fait, les torréfacteurs ou les futurs torréfacteurs, qu'il y a énormément de marketing. Quand même assez, tout à fait. Il y a de plus en plus de concurrence, donc effectivement, il faut être sur les réseaux sociaux, ça c'est évident maintenant. Donc en fait, il faut passer 50% de son temps à acheter et torréfier, 50% de son temps à expliquer l'origine du café, le café responsable. Non, je pense que c'est 20% de son temps à acheter, à torréfier et 80% de son temps à torréfier, à marketer, vendre, faire la gestion. C'est comme de tous les métiers au final. D'accord. Donc en fait, on est plus marketeur de café que torréfacteur. On est chef d'entreprise, on est entrepreneur, on n'est pas que marketeur, attention. Moi, j'ai une démarche un peu plus particulière. Nous, on aime vraiment le contact et du coup, on incite vraiment à passer en boutique pour se faire conseiller en boutique, pour voir les produits. Les ventes en ligne peuvent se faire dans un second temps, en fait. On le sent parce que toi, tu parles avec les mains. Regarde, Mickaël, il ne parle pas avec les mains. Parce que tu as de l'historique aussi, je pense, sur tes boutiques, ça joue. Oui, on est beaucoup dans le décryptage en fait de la demande client, chose qu'on ne peut pas faire en ligne, qu'on ne peut pas présenter sur Instagram. On présente ce qu'on fait, mais vraiment dans le conseil et la communication, il n'y a rien de tel que le contact. Tes clients sont plus âgés que ceux de Mr Bean? C'est une question de génération? Je sais pas. Je suis pas sûr. Mes clients rajeunissent au fur et à mesure que je vieillis. Tu peux intervenir, Emmanuel, si tu veux. Non, moi, j'ai pas d'accès direct aux consommateurs, mais en fait, pour revenir à la question de départ qui était sur le Covid, qu'est-ce que ça a changé? On a eu une déflagration sur la consommation en dehors de la maison qui s'est reportée sur une consommation à la maison. Donc, on a vu une explosion des demandes
de la part de l'industrie parce que les supermarchés devaient être achalandés. Et concomitamment, on a vu des nouveaux vecteurs ou des nouvelles façons de consommer ou d'acheter du café parce que les torréfacteurs, ceux qui ne pouvaient plus livrer leurs restaurateurs, ceux qui ne pouvaient plus ouvrir leur coffee shop, enfin, ou ceux qui n'avaient tout simplement pas ce vecteur-là, ont offert des plateformes comme ce qui a été fait sur les boutiques pour offrir leur café soit en abonnement, soit à la maison. Et c'est là qu'on a vu des gens qui se sont équipés, parce qu'à ce moment-là, ils se sont posé la question de s'équiper, est-ce qu'on continue à aller au super? Et on a vu beaucoup de gens qui ont voulu rentrer en GMS. Pour GMS, explique-nous, GMS. Grande et moyenne surface. Donc les torréfacteurs qui n'y étaient pas se sont dit, mais pourquoi on n'y est pas? Donc ils se sont dit, on va essayer d'ouvrir une gamme qui serait dédiée au GMS, qui sera différente de ce qui existe déjà. Et donc ça, on a vu une explosion explosion, c'est peut-être exagéré, mais on a vu beaucoup de nouvelles entrées en GMS à partir de ce moment-là. Alors, tu voulais conclure? Parce que non? Ok. Ce qui change aussi aujourd'hui, en dehors du Covid, hein, mais ça avait été initié aussi un petit peu avant, mais je pense que ça s'est beaucoup développé aussi cette fois-ci grâce à la pandémie. C'est le changement climatique et la tension de la filière dont on prend conscience, nous, dans les pays du Nord, dans les pays d'Occident. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'évolution, la hausse de la consommation à 2,5% et puis la baisse de la productivité, ça met la filière café en tension. Qu'en même temps, de plus en plus, pour couvrir la demande de café d'ici 2050, il faudrait doubler, nous dit-on, les caféiers dans le monde, ce qui représente à peu près 10 millions d'hectares de café en plus, c'est énorme. Est-ce que par rapport à ça, vos consommateurs, vos clients à vous, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils exigent de vous? Alors, ils ont conscience, pas forcément de la tension expliquée dans ces conditions-là, ils ont conscience du phénomène café. Pas forcément, enfin du réchauffement climatique et du coup de la plus difficile accessibilité à terme sur le produit. Maintenant, c'est que de l'éducation. En fait, on est obligé de reprendre point par point parce que c'est difficile en fait de balayer tous les aspects de la tension de la filière café, à la fois en termes de production, des consommations de pays tels que la Chine qui montent leur consommation. Les niveaux de qualité de café consommé, c'est vraiment différents aspects. C'est très difficile en fait de les balayer tous en un seul discours. Est-ce qu'ils sont prêts à payer leur café plus cher? Oui, pour qu'il soit mieux équitable, oui, tout à fait. Oui. Mais ils s'en inquiètent. Ils sont inquiets, mais ils sont prêts. Ils s'en inquiètent dès que le problème est médiatisé. J'ai eu beaucoup de retours là fin août sur les épisodes de gel au Brésil. Première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que le Brésil va augmenter? Le café brésilien? Oui. D'accord. Et au niveau du prix, le consommateur, ça fait déjà 20 ans qu'il paye plus cher. Avec l'explosion des capsules, le consommateur s'est habitué à payer un peu plus cher. Remarque. On a une premiumisation, enfin on dit premiumisation, désolé c'est en anglais, c'est pas très joli, du marché. Avec les capsules, ce qu'elles ont apporté, parce qu'il ne faut pas toujours tout casser et dire c'est pas Tout bien. à fait. Les capsules, elles ont apporté un regard sur le café qui n'est pas forcément un blend dont on n'a aucune idée de ce qu'il y a. On a dit tiens, on va vous faire différents produits, c'est pas toujours le même goût. Et après, on a fait même des single origin dans ces capsules. Donc ça a permis de dire aux gens, mais vous savez, vous pouvez acheter du café de single origin. Et bien sûr, il y avait des consommateurs qui le savaient déjà, mais il y a beaucoup de consommateurs qui s'y intéressaient pas. Et ils ont découvert le café un peu autrement. Et la plupart des gens qui passent aux beans et aux machines à grains, c'est des gens qui sont d'abord passés par la capsule, qui se sont mis à boire des cafés qui étaient quand même de un peu meilleure qualité que le moulu de bas classement du super. Et donc ils ont amélioré, augmenté, intensifié leur consommation. Maintenant, si on parle du acteur qui cherche à savoir plus, à savoir mieux, de toute façon, comme je l'ai dit au tout début, c'est un trend qui est valable sur tous les produits. Et on le voit aussi dans le café. Et effectivement, l'explosion de l'organique, l'explosion de l'équitable et la recherche d'autres choses. Parce que est-ce qu'on s'arrête là?
Oui, bien sûr. Et donc toutes les filières traçables On veut plus. On veut avoir du lien. que peuvent apporter des artisans, que peuvent apporter des C'est gens ça. qui vont définir ce qu'ils ont fait. Tu voulais réagir, Mickaël? Nespresso nous a clairement permis de niveler le marché vers le haut. Les capsules, c'est pas bien, ça pollue, etc. Mais grâce à Nespresso, les gens ont vraiment eu ont connu un bon café, on va dire. C'était les gens au début, ils nous disaient il y a 10 ans, c'est ah non, le standard c'est Nespresso, je veux que du Nespresso. Donc là, les gens commencent à arriver en grain. Donc ils veulent de la qualité, mais ils veulent aussi des produits qui soient engagés, qui soient traçables. Ils veulent savoir ce qu'ils achètent. Est-ce qu'ils veulent par des rapport au histoires? réchauffement. Est-ce que Clairement, ils veulent des histoires. Oui, le tout à client fait. qui achète, Bien sûr. le client qui achète en France pour une consommation à la maison ou dans l'entreprise, est-ce qu'il vous demande Le client qui veut est le l'histoire, producteur, tout à fait. où c'est poussé, dans quelles conditions? Ok. Tout à fait. Et tout à ça, fait. c'est Ce une- qu'on leur raconte en boutique C'est d'ailleurs. ce que, hein. Oui. voilà. Oui, oui, complètement. Mais il veut savoir comment c'est produit aussi. Nous, on a une explosion de notre marché de déca sans produits chimiques qui représente que 20% dans le monde pour l'instant des produits. Je ne parle pas de ce que nous on fait, mais 80% des décas dans le monde sont faits avec des produits chimiques. Mais ça change. Les gens, ils veulent savoir. Et ils veulent plus de produits chimiques. Donc, on voit bien, ils veulent juste connaître comment ça se passe. Et sur le déca en particulier, j'en parle parce que c'est ma partie. Jusque-là, on avait zéro information. On ne dit pas que c'est avec des produits chimiques. Personne ne va le dire. Sinon, si on le dit, on ne le vend pas. Et donc, comme on ne le dit pas, on ne va pas promouvoir le café parce qu'on ne va pas faire une demi-traçabilité. Bien sûr. Donc, bien si on sûr. ne promeut pas, si on promeut pas le café, on ne le vend pas. Donc, pourquoi on investirait dans des bonnes qualités puisqu'on ne va pas le vendre plus que ça? Bien sûr. Et Aujourd'hui, c'était un cercle vicieux, quoi. En fait, Aujourd'hui, il y a à peu près 8% de la consommation en France c'est du déca. 8% sans faire de promotion. de promotion. de publicité. Par contre, il y a des grandes marques qui font sans produits chimiques, mais ils ne le disent pas. Par exemple, Nespresso a ses propres usines de décaféination. Je ne travaille pas avec Nespresso, mais ils ont leur propre usine de décaféination. C'est à l'eau, mais c'est pas écrit, estampillé. Attention, c'est sans solvant. Alors Attention, que ça pourrait être un. nouveauté. Tu nous dis que 8% du café consommé c'est du décaféiné, c'est ça? Oui. Ah oui, donc c'est pas mal, un bon chiffre à En savoir. Espagne, Et- c'est entre 20 et 24%. En Europe, la moyenne, c'est 12%. L'Angleterre, c'est à peu près 12%. Donc, c'est l'Espagne qui tire un peu vers le haut. La France, c'est à peu près 8%, mais il y a une grosse consommation, c'est le soir. Donc, c'est à la maison et les hôtels-restaurants le soir. Nescafé sort ses décas haute couture. Non, je dis juste Déca, que... haute couture. Ah oui, T'imagines ça le- ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, vous avez vu que maintenant, enfin, déjà juste avant la sortie, il y avait quand même 4 capsules différentes. Donc on est en train de dire aux gens, le consommateur, au lieu d'aller chercher le consommateur de déca, on va chercher le consommateur de non déca et on lui dit, écoutez, on fait exactement le même produit, mais sans caféine. Donc c'est tout à fait un autre discours. Et si c'est le produit que vous aimez en caféine, vous allez aimer celui sans caféine. Sans caféine, Alors bien pourquoi sûr. vous gêner? Donc on va chercher le consommateur qu'on a déjà, c'est-à-dire celui qui consomme le café depuis qu'il se lève jusqu'à 4 heures, 5 heures selon ses choix, et lui dire mais tu peux encore consommer mon café, c'est le même, mais sans caféine, de 5 heures à 22 heures. Donc c'est ce qui se passe aussi on le voit, enfin je veux dire, les demandes explosent pour le déca et pour le déca sans produits chimiques. Une réaction? Oui, Non. oui, on sent la consommation qui monte sur le déca. Non, non, complètement. Non, Il nous reste une dizaine de minutes. Vas-y, dis. Oui, de toute façon, depuis le début, DECA, pour nous artisans, c'est clair que c'est sans produits chimiques. Hein, ça, ouais. Ah oui, Mais, oui, oui. ce que je savais pas, c'était les 8%, et ça, ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Mais 8% c'est beaucoup. Et Ouais, c'est quand beaucoup, on ça pense veut que dire par ça. exemple Tu on va focaliser énormément sur une origine qui va faire peut-être même pas 1% de ce qu'on fait dans toute l'année. On va faire du marketing à fond, c'est un produit d'appel. Mais le DK qui fait 8%, on fait zéro communication parce que on n'a pas le temps, quoi. Les 8% reflètent pas forcément les statistiques de vente en boutique. Ah non. Mais Non. c'est bon de le savoir en effet. Alors, on a essayé depuis une trentaine de minutes de dresser le profil type du consommateur 2021-2022. On va vous proposer de réagir. Est-ce que vous avez des questions ou des informations à échanger? Questions? Infos? Pas du tout? On termine avec peut-être un tour d'horizon de vos projets pour 2021-2022. Qu'est-ce qui va se passer chez vous, chez Segali, chez Mr Bean et chez Swiss Water? Bah nous on continue, on a fait pratiquement 400% d'augmentation sur la France, à peu près 150% d'augmentation de nos chiffres sur l'Europe. Donc on va continuer à essayer d'offrir une offre diversifiée, enfin de proposer une offre diversifiée. On a 17 références, donc on va continuer ça.
Et on va essayer de faire même des choses un petit peu haute couture, comme on disait. On va essayer de sortir entre 5 et 10 small batch, comme on dit, qui va s'adresser. En fait, on va essayer d'atteindre toutes les strates, depuis la vente en grande surface jusqu'au torréfacteur d'exception, l'artisan qui veut faire que des lots extraordinaires. Que du super top. Voilà. Chez Mr Bean, il va se passer quoi alors dans ces prochains mois? Chez Mr Bean, on continue notre diversification dans les magasins bio, sur Internet, en boutique. On continue notre engagement, avoir un maximum de café bio, de café équitable. On commence à travailler le vrac aussi. Et puis on va se faire certifier Bicorp. Le vrac, c'est vrai que j'ai zappé en fait cette notion de déchets, mais bon, on parlait des capsules. Toujours dans le sans emballage, on sent qu'il y a une vraie tendance. Donc sur c'est le aussi vrac, une tendance, hein, oui, le vrac. Oui, avant sur les torréfacteurs, on a toujours eu aussi Ouais. bien sur le thé que sur le café. Complètement. Avant le Covid, en Même fait, déjà. on pensait déjà à des conditionnements réutilisables. Alors après, le Covid a un petit peu février tout ça. Oui, forcément. On n'a jamais vu autant de plastique que pendant la Covid, clairement. Du plexiglas dans toutes les boutiques. Alors que pourtant, la tendance était déjà engagée depuis quelques temps. Ça a freiné pour le coup. On avait trouvé des bonnes solutions, je pense. Enfin, bref. Et chez Segali, alors Chez Segali, on travaille sur le déménagement de l'atelier de production et on peut même potentiellement réfléchir à une 3e boutique. D'accord. Donc, ouverture d'une 3e boutique, développement de l'e-shop. Développement de l'e-shop en parallèle, toujours en trame de fond. Tous les outils digitaux, les réseaux sociaux, c'est du travail quotidien. En tout cas, on retient plusieurs choses. 20% quand on crée, donc aujourd'hui on ouvre une boutique de torréfaction, on torréfie, on achète pendant 20% de son temps et le reste du temps, on s'occupe de son client, on est à l'écoute de ses attentes, du contexte, du marché, de toutes ces transformations de néo-consommateurs et de néo-modes de consommation pour justement ne pas louper une opportunité, un virage et puis la tendance du marché. Merci infiniment d'avoir passé 45 minutes avec nous. Merci. Tu voulais Merci conclure? beaucoup. Merci Emmanuel, merci Mickaël, merci Jean-Marie. Merci. Si vous avez des questions à leur poser, sauf si là, non, monsieur? Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de Swiss Water, de Mr Bean et de Segali. Merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous. Et puis, tout de suite après, une petite info flash. Je laisse Rachid vous parler de la suite du programme de cette matinée du 13 septembre. À très bientôt.